Steven Spielberg is a pedophile. Yep. See how easy that was, Corey? I didn't need $10 million. I just said it. Il aura fallu attendre l'année 1902 quand les producteurs commençaient à venir sur place et notamment quand Thomas Edison se joignit à l'aventure pour qu'Hollywoodland atteigne un certain succès. 20 ans plus tard, en 1923, les producteurs suppriment d'eux-mêmes les 4 dernières lettres d'Hollywoodland et ainsi statuent sur le nom final Hollywood. Nous savons donc d'emblée que d'immenses intérêts financiers sont à la source de cette gigantesque industrie. Alors attachez vos ceintures. Amis internautes, nous allons voyager en coulisses aux abords de 3 piliers occultes et fondamentaux liés factuellement à l'industrie d'Hollywood. La symbologie occulte derrière Hollywoodland a été étudiée de manière intéressante et sous différents points de vue. Certains focalisent sur les druides d'antan. Selon eux, ils adoraient les arbres et spécialement les houx. Il s'agissait réellement d'un symbole sacré pour eux, voire d'une adoration portée à une entité nommée Holly ou Earl, réelle divinité nordique du monde souterrain selon leurs croyances. Donc nous avons un premier lien entre Holly et Hollywood, mais également un second entre elle et The Wood, la place de la magie. Notons également à côté de cela que les bâtons magiques scénarisés ont toujours été créés à partir de bois de houx. Nouvelle corrélation et pour certains nouveaux liens solides, laissant une question en suspens, Hollywood est-elle une institution druidique? Métaphoriquement, ces baguettes sont utilisées pour faire des films, comme on ferait de la magie, incantations cachées, messages subliminaux, symboles apparents ou semi-apparents, avec un succès certain à la sortie de chaque film et ce à travers le monde. Prenons l'exemple de Mickey le magicien brandissant sa baguette, prononçant ses formules magiques à l'oreille des enfants du monde entier. Il nous renvoie à cette industrie florissante mais néanmoins controversée car assimilée pour les moins néophytes tout au moins au monde de la magie noire et du satanisme. Soit, allons outre et creusons davantage. Commençons par un des symboles les plus récurrents d'Hollywood, omniprésent dans les événements élitistes, le tapis rouge. Nous voyons régulièrement des leaders du monde entier ainsi que des célébrités marcher sur les traces de ce fameux tapis rouge. Il s'agit en réalité d'un symbole très ancien datant de Zara et Forez, à l'époque des druides, représentant le chemin du sang royal et où la lignée de sang venant du passé courant vers le futur. De fait, certains font des ponts et y aperçoivent les fameuses 13 lignées Illuminati, pas étonnant quand on connaît leur pouvoir et ce depuis plusieurs siècles, voire des millénaires. On pourrait remonter dans le passé en partant de la royauté française et de la couronne anglaise jusqu'aux pharaons égyptiens. Nous parlons donc bien d'hérédité, de pouvoir hégémonique et de liens étroits d'un bout du monde à l'autre. Il y a 4 awards prestigieux dans le monde artistique américain. Passons-les en revue du moins important au plus réputé. Il y a donc les Golden Globes, dédiés à féliciter les artistes du monde télévisuel et cinématographique, les Grammys pour la musique, les Emmys pour la télévision et pour finir bien sûr les Oscars. Événement bien évidemment davantage renommé que les autres, dédié au blockbuster de l'année. Allez, entrons dans le vif du sujet et décortiquons d'un peu plus près deux des plus grandes récompenses qu'un artiste pourrait obtenir dans le monde d'Hollywood. En second sur le podium, il y a l'Académie nationale de la télévision, des arts et des sciences, également connue sous le nom des Emmys. En anglais, on dit National Academy of TV Arts and Science. On obtient ainsi le mot Natas, ce qui revient à dire Satan à l'envers. Minuscule coïncidence, certes, surtout pour les adeptes du hasard. Néanmoins, pour obtenir cet award, le moins qu'on puisse dire est qu'il faut être populaire à travers les USA, voire à travers le monde. Et ceci, croyez-moi, n'arrive quasiment jamais par accident. Les clichés d'artistes au top, témoignant d'une présence les accompagnant lors de leurs performances, se comptent désormais par centaines, voire par milliers.
Et je ne parle pas de présence bénéfique, du moins d'après les faits et leurs témoignages. Plus la présence serait démoniaque et plus le succès serait grand lors de leur performance. Il existe de lourdes évidences quant au fait qu'un artiste visant les hautes sphères passe inéluctablement par la case du rituel. Ça paraît lourd à accepter et pourtant les preuves existent. Que ces célébrités sachent ce qu'elles font ou non est un sujet à part que nous verrons en troisième partie, mais nous pouvons d'ores et déjà évoquer le mot Mind Control en anglais ou MK Ultra, soit le contrôle mental à son degré le plus poussé. Certains évoquent également des cas aigus de possession temporaire ou permanente. Bref, jetons un coup d'œil de plus près sur cette fameuse petite statue en or. Nous pouvons donc clairement constater au premier abord qu'elle représente un ange féminin avec des ailes orientées vers le haut. Il est de notoriété publique que ces ailes vers le haut représentent un symbole réellement satanique. En effet, les textes religieux évoquent la chute de Lucifer et ainsi la naissance de Satan. En parallèle, nous voyons cet ange féminin tenant dans ses mains ce qui semble être un globe ou une planète ou bien même une étoile. Symbole clairement obscur lié aux croyances des occultistes étant persuadés des énergies féminines de Satan. Lucifer a souvent été symbolisé également à travers l'étoile de Vénus, autrement dit l'étoile du matin. Donc, d'accord, il serait très controversé d'affirmer que Lucifer est une femme. Néanmoins, toute encyclopédie stipule clairement que les occultistes, et je cite, « les occultistes et les Romains considèrent Lucifer comme étant Vénus ». Et Vénus est une énergie tout ce qu'il y a de plus féminine. La légende peignant des femmes possédées par Satan afin de décevoir les hommes est de plus en plus contemporaine. Prenons la musique des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Celle-ci ne parlerait pas seulement de drogue, mais ferait aussi référence à Lucifer en filigrane et à ses liens avec Vénus. L'exemple de Scarlett Johansson dans le film Lucy a d'autant plus enflé la polémique, car également parsemé de symboles et de références occultes. Cette récurrence symbologique se retrouve dans diverses œuvres artistiques, mais également de manière flagrante à travers les plus grands logos. Soit, nous en savons un peu plus sur les Emmys. Passons désormais à la nuit la plus célébrée et la plus adulée d'Hollywood, celle des Oscars, soit l'apogée et le paroxysme du show business pour une star en devenir. Il s'agit de l'endroit où le monde entier reconnaît les mérites des artistes les plus talentueux. L'ultime récompense matérialisée en forme d'idole dorée. Sachez en outre que 40 millions de personnes suivent ce show rituel en direct chaque année. La plupart des téléspectateurs est omnibulés par le glamour ainsi que les strass et paillettes de cet univers sans même réaliser de quoi il s'agit réellement. Donc, l'acteur le plus populaire du moment au sein de cette industrie obtient cette poupée en or en général pour l'accomplissement de sa carrière dans le monde du cinéma. Le design de cette idole en or, après analyse, pousse pour le moins à l'intrigue. Il s'agirait pour certains d'une version art déco d'un très ancien dieu égyptien appelé Thoth. En Égypte, il y avait deux dieux majeurs intrinsèquement reliés à la création visuelle et aux œuvres artistiques. L'un d'entre eux s'appelait bien évidemment Thoth, l'ancien sculpteur qui créa les plus belles œuvres des temples de cette époque, à qui les pharaons offrirent une statue en or à son effigie. Ce rituel aurait bien sûr eu lieu au temple de Thoth. La cérémonie des Awards, quant à elle, se déroulait des années 40 aux années 2000 dans le temple appelé Amphithéâtre du Tombeau et s'est maintenant déplacé au théâtre Kodak, représentant également un temple. Le terme Oscar remonte tout droit à l'époque des dieux de l'ancienne Égypte et fait référence à Osiris. Osiris était considéré comme étant le gestionnaire des mondes souterrains au sein de la constellation d'Orion. Selon les hiéroglyphes anciens, l'âme du pharaon ascensionnerait jusqu'à Orion pour ainsi renaître en tant qu'étoile afin de vivre pour l'éternité. Tout cela sans oublier un point primordial. L'âme du pharaon devait s'insérer dans un esprit afin de parvenir à rejoindre Osiris. Une fois cette épreuve parvenue, elle se voyait donc immortalisée, gravée dans l'histoire, et ce pour toujours. Concluons donc la symbolique avec ce parallèle pour le moins fascinant. Une personne doit devenir un acteur, ce qui revient à transformer son esprit et sa mentalité pour adopter et ainsi jouer une facette étrangère. Seul et unique chemin pour gagner ce fameux Oscar. Ainsi, ces personnes deviennent des stars, immortalisées en forme d'étoiles sur le parvis d'Hollywood, tout comme les pharaons étaient idolâtrés tels des dieux devenant des étoiles. Notre société contemporaine effectuerait ce même schéma subtil. Baignés dans l'idolâtrie à outrance, de personnalités mettant en avant à grande échelle
Des valeurs pour le moins malsaines, voire réellement toxiques pour les générations en cours et à venir. Il s'agissait donc de la première partie de mon reportage derrière les rideaux d'Hollywood. Dans la seconde partie, nous parlerons de lobby et de sexualité pour le moins débridée liée à cet univers avec cette fois-ci énormément d'interviews à l'appui. Bien sûr, pour ne rien louper, vous connaissez la procédure. Activez les notifications en vous abonnant. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Steven Spielberg is a pedophile. Yep. See how easy that was, Corey? I didn't need $10 million. I just said it. Mes respects, amis internautes, et mes félicitations à l'acteur Isaac Capi pour ses nouvelles révélations explosives concernant les grands pontes d'Hollywood. Il introduit parfaitement cette seconde partie s'annonçant polémique, voire réellement abrasive. Diviser davantage n'est pas mon objectif. Seulement, faut-il pour autant continuer à avoir des coïncidences là où des stratégies et où formatage réel s'appliquent à nous? Après les nouvelles lois Chiappa, le témoignage poignant de cet ancien soldat français en OPEX, le show Mascarade by Macron à l'Elysée lors de la fête de la musique et la prise de pouvoir exponentielle des lobbies gays, transgenres et lesbiens au sein du débat public, tout cela additionné aux anciennes pièces de ce même puzzle sexuel, hélas trop nombreuses et pour certaines cauchemardesques, nous poussant à creuser de manière plus profonde et une fois de plus, derrière les rideaux de l'industrie la plus influente au monde, celle du cinéma d'Hollywood. Tout d'abord, je tiens à préciser, sans aller dans des justifications à outrance, qu'il ne s'agit ici en aucun cas de stigmatiser qui que ce soit. Mettre en exergue certains faits récurrents, si polémiques soient-ils, est parfois indispensable afin d'en comprendre davantage. Se laisser bercer dans le sens du courant pousse au lâcher-prise et à l'acceptation, soit. Néanmoins, il est des fois et des contextes dans lesquels nager à contresens s'avère être indispensable au maintien de notre humanité. Donc, cette analyse est focalisée sur l'industrie d'Hollywood, mais se répercute dans de nombreux domaines. Je vous invite d'ailleurs au passage, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir le travail exceptionnel du youtubeur L'heure de se réveiller, ancien insider dans le show business. Comme je le dis souvent, tout est cause à effet, et toutes ces divulgations récentes effritent de plus en plus vite certains rideaux obscurs, n'ayant plus la capacité de camouflage d'autrefois. Oh, I'm not going to talk about Tom Hanks either, who is also a pedophile. Tom Hanks, folks, is a pedophile. I'm sorry if this is the kind of bursting your bubble, all this information is new, but it's time that this comes out into the open because we are going to change the way everything works, because at the top levels of wealth, of power, the very top levels, these people are just sick and psycho. L'obsession d'Hollywood quant à l'homosexualité aurait atteint un pic historique. Nous voyons de plus en plus de personnages scénarisés pro-LGBT sur leur écran, si bien qu'il devient désormais difficile de trouver des divertissements ne faisant pas l'apologie d'une sexualité pour le moins débridée. Modern Family avec deux pères gays, Grey's Anatomy avec un couple de lesbiennes mariées dans lequel une des partenaires devient bisexuelle. The New Normal, une sitcom avec un jeune couple gay traitant notamment de la PMA. Brother and Sisters nous présente également un couple gay. Grownish, un spin-off de Blackish produit par ABC dans lequel un des personnages principaux est bisexuel. Heathers, une réadaptation cinématographique des années 80 avec en héroïne une lesbienne. Et on pourrait continuer la liste avec Pretty Little Liars, Black Lady, Will and Grace et continuer encore davantage
en arrivant imparablement au même constat à chaque visionnage. La rareté, voire la mort complète du schéma familial traditionnel sur nos écrans. From Thomas Edison's 1895 short film featuring two men dancing to David's erotic thriller Mulholland Drive, homosexuality and gay characters have always been a part of the movies. Hollywood is basically run on homosexual fuel. The editors at the magazines, the producers, the actors, there's so much homosexual fuel in this town. Part of the appeal to the American public, the movie-going public, is seeing a star in a role thinking, he would fall in love with me. They want to blur the line between reality and the movie, and they want to be the lady up there on the screen, and they do have this fantasy, if only I were in that role. Cette récurrence, cette prédominance à l'adoption de nouveaux mœurs imposées aux plus jeunes téléspectateurs émanerait donc en grande partie de cette industrie. Grandiose et prestigieuse pour certains, dangereuse et insidieuse pour d'autres. Le fait est qu'un bon nombre d'artistes prennent la parole et nous aident ainsi à y voir un peu plus clair. Beyonce should have said, "Who run the world? Gays." Because they everywhere, man. I mean, I'm a conspiracy theorist to a degree. Like when I connect dots that maybe shouldn't be connected, I don't know. But certain dots, like when I see that they put every black man in the movies in a dress at some point in their career, I'll be connecting them down like, wow, all these brothers gotta wear a dress. This happened to me. I'm doing a movie with Martin. Yeah. The movie's going good. So I walk in the trailer. I'm like, man, this must be the wrong trailer because there's a dress in here. They come in. The writer comes in. I think he's the writer. He's like, Dave, listen, we got this hilarious scene where Martin's sneaking out of jail. So he disguises you as a prostitute. And he put this dress on. And, what? This prostitute? No, I'm not doing that. I don't feel comfortable with that. That should have been in the discussion. What? You don't feel comfortable with it? I mean, it's a hilarious bit. All the greats have done it. So, well, if all the greats have done it, it's kind of hacky, right? You're right. So why don't we just not do it? Because I don't feel comfortable wearing a dress. He said, I'm not wearing no dress, man. I'm funnier than a dress. Just give me something funny to say. I don't need to wear no dress to be funny. What am I, Milton Berle? You know, we're going like this. And then finally he's like, and he leaves. And then like the director comes, Dave, it really would be great if you wear the dress. What is wrong? What is this, Brokeback Mountain in here? So... Les producteurs d'Hollywood réalisent à la fois des films et des séries pour la télé. La toute première étape pour eux est d'écrire le scénario, puis de faire en sorte que celui-ci soit moulé en fonction de la propagande du moment. Rappelons les sommes astronomiques investies par le Pentagone dans la plupart des films de guerre. Donc, il y a ce fameux scénario, mais aussi les acteurs. Ceux-ci étant pour la plupart formatés et prêts à tout afin de grimper sur les marches du succès. Le plus malheureux étant encore une fois le fait qu'il y ait des enfants mélangés à tout ça, investis dès le plus jeune âge et pour certains littéralement sacrifiés sur l'autel de la gloire. Mais nous reviendrons là-dessus en troisième partie. Donc, l'étape suivante pour les producteurs est de construire un réseau d'influence autour de chaque nouvelle production. Une fois toutes les billes en main, le film ou la série sort et s'introduit quasi instantanément au sein du foyer de plus d'1 milliard d'individus. Tout cela bien sûr avec l'aide des acteurs idolâtrés par leur public, faisant la promotion des productions en question, dégageant un impact et une viralité encore plus conséquents. Les répercussions sont pour la plupart du temps massives. Certains films inspirent des modes et des tendances sur plusieurs années durantes. Au-delà des modes, il y a également les crimes sexuels, sujet de moins en moins tabou et de plus en plus polémique. Quand j'avais 16 ans, à peine sortie de l'internat, j'ai trouvé ces fameux castings promotion canapé. J'ai réellement fait face à des extrêmes, les genres de rôles, les choses qu'on me demandait de faire lors des auditions. J'en viens d'ailleurs à un horrible incident où où je suis revenue pour une seconde audition et où le directeur m'a demandé de m'asseoir en écartant les jambes. La caméra était positionnée juste entre
juste à la position où on pouvait voir ma jupe pour ainsi poser ma jambe sur la coudoir de la chaise. Et avant même avoir commencé mon dialogue, j'ai dû penser au personnage que j'étais supposée jouer. Tout ça m'intriguait. Avais-je réellement besoin de faire ça? Mais bon, c'était le directeur de casting. Oui, ça doit être normal. Et puis, j'avais 18 ans. Vous savez, je pensais au fait qu'il était évident que, en fait, j'étais énormément protégée. Et il s'avéra au final que le directeur qui avait continué cette petite combine montrait ses vidéos tard dans la nuit, dans sa propre maison, à l'occasion de fêtes privées. It's half masquerade ball, half a red room for the rich and famous. Are there famous people who come to your club? Oh, yeah. Yeah. I can say 2 of them are in the Rock and Roll Hall of Fame. I can say one of them has a talk show that everyone watches. Sanctum is a secretive club not only frequented by Hollywood, but also inspired by Hollywood. When owner Damon Lawner first saw the Tom Cruise movie Eyes Wide Shut. Password, sir. For Damien. Thank you, sir. I just thought, wow, it'd be really neat to walk down a path and try to create something like that. Now, his steamy soirees, profiled in a recent HBO documentary, are held monthly in his mansion near Beverly Hills. It's an interactive theatrical experience. You come in, there's performers, and people are there oftentimes to participate, but often to watch. Membership is selective. They actually do have an approval process to make sure that it's all like-minded people. Une fois acceptés dans leur club, vous obtenez le sésame pour leurs fêtes dites exclusives, lors desquelles tout peut arriver. We got this guy, Ralph Reicherman. He was the bass player for the Scorpions. Any German fetish parties going on later? I don't go to fetish parties. I went to one time. I've seen them really bad. They actually kill people there and stuff. They pay like up to like 100,000 people to see people get executed. I'm not kidding. But I went to another one where literally I saw like the grossest. I wanted to throw up. J'achève donc cette seconde partie avec un criminel sexuel notoire, très certainement sous influence mentale. Et ça tombe bien, car il s'agira de la toile de fond du 3e et dernier épisode de cette trilogie sur Hollywood. N'oubliez pas de partager cette vidéo, d'aller voir l'épisode 1, de vous abonner, de mettre un like, etc., etc. Bref, de simplement faire en sorte que cette vidéo soit mieux référencée et donc davantage visible. En vous donnant rendez-vous très bientôt pour de nouveaux clichés marginaux. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Serait-il possible que Britney Spears, Beyoncé, Shia LaBeouf et d'autres stars égéries modernes soient tous à la discrétion d'un même secret obscur? Secret de polichinelle dans les hautes sphères de l'industrie du divertissement. Au début des années 50, la CIA débuta un projet top secret de contrôle mental connu sous le nom de MKUltra et ou Projet Monarch. L'objectif de celui-ci? Obtenir un pouvoir et un contrôle intégral sur l'esprit et le mental humain. Les symptômes, les signes de ce projet MK ont très vite été apparents sur nos écrans, et ce principalement à travers les plus grandes célébrités de cette époque. Aujourd'hui, à Hollywood, mais également partout ailleurs, dans la musique, en politique et même dans le sport, on constate une récurrence traumatique, notamment parmi les célébrités sulfureuses au passé pour le moins trouble. Il s'agit donc de la 3e et dernière partie de mon reportage sur Hollywood, la seule dans laquelle je m'évaderai au-delà des frontières du cinéma, en scrutant également aux alentours tous ces comportements bizarres et polémiques, relativisés par certains et mis en exergue par d'autres. Dépression anormale,
Manager dans l'ombre, célébrité aux troubles dissociatifs, s'agit-il au final de simagrées, d'une seconde comédie vouée à perpétuer le buzz? Ou a-t-on affaire à un réel phénomène, avec son lot de faits et de témoignages à l'appui? Nous pouvons déjà dire que les stars ne contrôlent rien, ou presque. Une fois reconnues et adulées, elles ne seraient pour la plupart plus des personnes comme vous et moi, mais des objets marketing, des pantins articulés. Articulés par qui? À vous d'en juger. La distraction des masses, l'avancement de certains mœurs profiterait-il à qui selon vous? Nul besoin d'être un expert en symbologie pour comprendre. Il suffit parfois simplement d'ouvrir les yeux et de scruter au-delà des strass, en arrière-plan, derrière le glamour et les faux dramas montés de toutes pièces par les tabloïds. Et on y trouve parfois, voire souvent, des réponses, inquiétantes pour la plupart d'entre elles. I have information from various sources that many prominent individuals, including actors, actresses, professional football and baseball players, are involved in these type activities. Un des premiers signes indiquant que votre pop star favorite pourrait être sous contrôle mental serait directement lié aux incohérences entre celle-ci et certains gestionnaires de l'ombre, en arrière-boutique, noyés dans divers scandales, étouffés pour la plupart d'entre eux. Il s'agit d'un sujet réellement inquiétant, controversé et stigmatisé notamment au niveau mainstream, et pourtant, certains de ces personnages sont connus, en partant d'Ellen DeGeneres jusqu'à Bob Hope. Les exemples ne manquent pas, mais ne sont pas non plus légion. Car ces gestionnaires se cachent à travers diverses fonctions écrans, telles que la sécurité ou la médecine, ou tout simplement au niveau de l'entourage. Ils posséderaient pour la plupart du temps des couvertures diplomatiques afin d'accomplir leur mission de contrôle. Leur arsenal? Des codes subliminaux, des mots-clés, des phrases dites gâchettes, afin de s'assurer que leurs victimes soient au bon endroit, au bon moment, avec le bon alter ego. L'idée que la personnalité intérieure, et je le redis, il y a 35 personnalités intérieures, elles ont toutes leurs déclencheurs, des noms, des codes, etc. Les gestionnaires le savent pertinemment. Il se peut qu'ils aient un livre noir, ou un disque dur, ou quoi que ce soit d'autre, qui soit probablement crypté, peu importe. Dans tous les cas, ils savent exactement qui contacter et de quelle manière. Nous avons déjà vu qu'ils appelaient en jouant des tonalités à travers les mobiles. Les déclencheurs peuvent être également des photos, des cartes jointes dans des mails ou bien même des horaires spécifiques. Les victimes sous MKUltra sont, de façon traumatique et subconsciente, indéniablement liées à leur gestionnaire. Elles les estiment et vont jusqu'à éprouver de l'affection pour eux. Et si l'une d'entre elles finit en burn-out, en changeant soudainement de personnalité et ce de manière inattendue, le gestionnaire en charge ne serait jamais bien loin afin de rétablir la trajectoire. Les esclaves MK atteignant un certain âge sont parfois eux-mêmes éligibles au rôle de gestionnaire. L'occasion pour eux certainement de siphonner à leur tour chez autrui ce qui leur a été volé jusqu'ici. Les gestionnaires s'assurent donc que leurs esclaves soient maintenus dans une sorte de bulle, isolés du monde réel et des influences extérieures. Petit exemple, il a été révélé lors d'un procès que le gestionnaire de Britney Spears, Sam Lutfi, ex-manager de celle-ci, aurait coupé les lignes téléphoniques et remplacé tous les chargeurs de mobile au sein de son manoir juste après l'avoir drogué. Les gestionnaires que j'avais étaient de connivence avec la CIA. Au-delà de ça, mon propriétaire était le sénateur Robert Carlyle Byrd, et le sénateur Byrd dirigeait mes activités. C'est celui qui décidait en amont qui était en charge de ma personne, et il a choisi différents gestionnaires pour différents buts. Mon premier gestionnaire, par exemple, était là pour me traumatiser. Le second apparut principalement grâce à ses capacités de voyager à travers les États-Unis, les Caraïbes, Mexico, le Canada, au sein de l'industrie musicale de chaque pays. Donc ils choisissaient chacun d'entre eux en fonction de ce qu'ils pouvaient apporter. Et tels de bons gestionnaires, ils appliquaient ces ordres à la lettre. Ces gestionnaires de l'ombre s'agglutineraient principalement à l'endroit de leur fief idéologique, le monde magique d'Hollywood. L'un d'entre eux étant un des chefs légendaires du divertissement, j'ai nommé Bob Hope, accusé à de multiples reprises par un nombre conséquent de victimes. Après m'être enfui de la Californie, j'ai commencé à avoir des flashbacks mémoriels dans lesquels j'étais utilisée en tant qu'esclave sexuelle par des membres officiels au plus haut niveau du gouvernement, mais aussi par des professionnels du divertissement tels que mon propriétaire, Bob Hope. Frank Sinatra était l'ami de Bob Hope. Il était également responsable de ma personne, notamment quand j'étais en mission à Las Vegas.
Le groupe Muse, dont les paroles contiennent énormément de références relatives au conspirationnisme ainsi qu'à l'occultisme, a écrit une chanson dédiée aux marionnettistes et au MK Ultra. Celle-ci s'intitule Handler, soit gestionnaire en français. On s'aperçoit qu'elle est clairement parsemée de symboles étroitement liés au monarque MK. Un des symptômes évidents de contrôle mental est le bug, l'absence temporaire de conscience. Ces évasions mentales sont habituellement filmées lors de directs à la télé ou bien capturées par des caméras privées. N'oublions pas que la plupart des célébrités planifient leur image jusqu'au moindre détail. Leurs agents, leurs producteurs s'occupent généralement d'eux comme d'une marque. Toutefois, le contrôle n'est jamais absolu, ce qui nous donne parfois l'occasion d'observer des pannes, des dysfonctionnements durant certaines apparitions, de quoi nous donner un aperçu pour le moins effroyable des comportements bizarres que ce phénomène peut engendrer. At the end of the day, you know, I have amazing teammates. You know, guys like Draymond, everybody on this team. Feeling great. I feel nervous, a little bit overwhelmed. I feel a little shaky. I don't know what's wrong with me. No, but it's good. No, it's good. It's good. It's good. You're gonna be good. It's like a feeling. People of Australia and of our show, we were very empathetic about what happened and very sort of horrified. And so we were wondering, how is everyone going and how's Kim doing? What? Okay. I'm sorry, is there someone talking to you? Yes, sorry. Sorry about that. So I just was wondering how just everyone's came doing. in. Hello, Courtney, have we lost you? Les bugs arriveraient typiquement quand la victime changerait soudainement de personnalité. Parfois, un mot-clé discrètement insufflé peut suffire à la faire basculer dans le mode souhaité. Le bug le plus célèbre à ce jour étant celui d'Al Roker lors du Today Show. Lauer and Al Roker. Will someone do the junior high hug dance? It's like this. You gotta make it real awkward. That's exactly how you have to have a certain amount of distance between the bodies in junior high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away. L'existence d'identités multiples. Nouvel indice et non des moindres indiquant la présence de contrôle mental. Pathologie somme toute assez rare dans le monde normal, mais étonnamment commune et récurrente au sein du monde de l'industrie du divertissement. On parle donc de Sasha Fierce pour Beyoncé, de Roman Zelensky pour Nicki Minaj, d'un alter à l'accent british pour Britney Spears, etc. A crazy boy. Roman est un garçon fou qui existe en moi. Et il dit les choses que je ne veux pas dire. Je pense qu'il est né en dehors de notre époque. Il a été conçu dans la rage. Il veut être critiqué. Je ne veux pas, mais je lui demande de partir. Mais il ne peut pas. Il est là pour une raison. Des gens l'ont amené ici. Des gens l'ont fait apparaître. Et maintenant, il ne partira plus. Vous savez, c'est vraiment impressionnant. Je ne peux pas le décrire. C'est juste quelque chose d'extérieur que l'on appelle Sacha. C'est comme deux personnes différentes pour moi. Et j'adore performer, mais je pense être un peu ennuyée. Et je réalise, et les gens voient ça. Et je me dis, retrouve tes esprits. Donc j'ai en quelque sorte créé ce personnage tout en me perdant complètement moi-même. Je ne me rappelle même pas de ce que je fais lorsque je suis sur scène. With Britney Spears, so you just do the same thing. Go to YouTube, Britney Spears, alter ego. And she's coming along in a car. She's leaning out the window. She's got a pink wig on, and she's talking in a British accent. And she says that she has no idea who this guy is that the reporters have asked her about, who's her boyfriend that she'd been dating for like the last 6 weeks or something. Huh. And the paparazzi say they always know they're in for a show when she comes out with the pink wig on. But then shortly after that, she's interviewed. She's not wearing the pink wig. She's not talking in a British accent. And she says, well, yeah, that guy's my boyfriend, I know him. Différents alter ego sont utilisés en fonction des différents rôles souhaités par les gestionnaires.
L'altère prédominant, le plus visible et plus représenté au sein du divertissement, est de loin l'altère sexuel bêta du chaton. Selon certains rapports, les bêtas seraient des esclaves sexuels. Leur programmation est censée effacer toute conviction morale pour ainsi stimuler leur instinct sexuel primitif. Le symbolisme lié au chaton et au sexe est référencé comme étant une des principales signatures du projet Monarch. On le retrouve régulièrement au sein des médias de masse et notamment dans la culture pop. Something that I learnt about is another expression of MKUltra style mind control programming, which goes alongside Monarch programming. It's known as beta sex kitten programming, and it's symbolized by big cats. So when you see leopards or tigers or lions, any other members of the big cat family, it's often a symbolic rendering of the presence of this particular style of programming. And a lot of these personalities will not live in reality. They live in a total science fiction world. They've been dehumanized. Here's how one of Cisco's alters perceived herself. Il y a plusieurs signes physiques détectables chez une victime sous contrôle mental. Avez-vous déjà remarqué ces stars au regard biaisé, avec un œil plus propre que l'autre? Selon l'auteur Fritz Springmeier, il pourrait s'agir là d'un indicateur réel. Autre signe récurrent, les cheveux blonds. Pour une raison qui nous échappe, les cheveux blonds se retrouvent au centre du débat, notamment suite à certains actes marquants de nos chères idoles. Certains prétendent même qu'elles seraient tout simplement forcées de teindre leurs cheveux ou de porter une perruque blonde. Notons au passage la dépression de Britney Spears et le moment où elle s'est rasé la tête. Alors, était-ce un SOS ou un simple pétage de plomb? So, Bradley, did she say why? I mean, did she yes, offer any information? they asked why she wanted to shave her head, and she said, I don't want anyone touching me. I'm tired of everybody touching me. Another employee there told Us Magazine she wasn't making sense at all, and you could tell she's not in a good place at all, and that she's totally freaking out. Dans le monde obscur Illuminati, le symbolisme s'avère être un, si ce n'est le, langage par défaut utilisé par ses adeptes. Il s'agirait du même processus pour le projet Monarch, à l'exception bien sûr de codes uniques et de signes spécifiques exclusifs au contrôle mental, paraissant insignifiants pour un œil lambda et pourtant. Prenons le symbole référence, le papillon monarque. Il s'agit d'une griffe, d'une signature omniprésente au sein d'Hollywood, mais aussi au-delà. On le retrouve dans les films, sur les couvertures d'albums, sur des motifs textiles et la liste continue. Encore et encore. On my dress, there's a lot of butterflies. There's a lot of symbolism. You gotta just kind of catch it. We're trying to put a lot of subliminal things in there too. Les victimes seraient donc assimilées à des papillons à cause de leur sensation de flottement accompagnée d'un syndrome dissociatif. Le magicien Oz et Alice au pays des merveilles seraient typiquement scénarisés en fonction de ce même schéma. Le clip vidéo Don't Come Around Here No More de Tom Petty est rempli de références symboliquement liées à Alice au pays des merveilles, donc pour beaucoup au MKUltra. On notifiera également les similitudes avec le fameux rituel Cake Party de Marina Abramovic. Bref, continuons avec les miroirs. Ils représenteraient quant à eux les multiples personnalités d'une victime sous MK. And the shocking thing about this video is not that they're performing on a black and white checkerboard floor, there's nothing bloody surprising about that at all, but we get it later on in the video, round about midway, where for no apparent reason you get this young girl in a nightdress and she's getting accosted and molested by this sea of hands. They're all reaching out and touching her and she's clearly, traumatized by the situation. What you then get is a picture of this young girl in her nightdress in the frame of a mirror. That then changes very quickly to the lead singer of Propaganda in the same mirror and turns into an old lady who's holding a doll, and she uses the doll to smash the mirror. What we're seeing here is a depiction of lifelong satanic ritual abuse going from childhood all the way through to old age. And when you see shattered mirrors, like I said, in the presence of a shattered, fractured personality as a result of traumatic programming,
Un autre symbole clé de ce type de contrôle mental est le mélange de couleurs noir et blanc, habituellement sous forme de rayures ou en damier. Cela représenterait le monde dualiste dans lequel les esclaves vivent. Beaucoup de victimes ou même de gestionnaires s'habilleraient en noir et blanc. Passons au diamant. Il représenterait quant à lui la voie présidentielle, le top du top des esclaves sexuels bêta. Marilyn Monroe aurait d'ailleurs été la première de cette fameuse voie présidentielle. Notre bon vieux Mickey Mouse serait également lié symboliquement au MK-Ultra. Certains parlent même d'une programmation spécialement dédiée aux égéries de Disney. Soit, passons au signe final, l'effondrement et la reprogrammation. Aux alentours des 27 ans, cercle chimique opère au niveau du cerveau et prédestine certains jeunes à la dépression, ce qui peut parfois provoquer des comportements dangereux et extrêmes. Schéma troublement récurrent chez nos chères idoles. Donc, une dépression peut évoluer et durer pendant plusieurs mois. Britney Spears, Amanda Bynes, LeBeouf et Katy Perry sont des exemples non exhaustifs de ceux qui auraient connu ce genre de dépression. Les victimes recouvriraient parfois la mémoire et tenteraient de se rebeller contre leur maître. Dans ce cas, elles seraient habituellement reprogrammées, selon certains généralement sous le prétexte d'une cure médicinale, ou elles disparaîtraient tout simplement. Le seul tweet de Lindsay Lohan durant sa cure en 2013 était un mystérieux clin d'œil au magicien Oz, ainsi qu'à la chanson Somewhere Over the Rainbow. Après le retour en arrière de Kanye West sur scène en 2016, le gagnant des Grammys a déclenché de lourdes spéculations sur ce qui lui serait arrivé par la suite. Certains clament évidemment haut et fort qu'il aurait subi une reprogrammation à coup sûr, et que cela est largement visible à l'œil nu. Amis internautes, nous touchons à la fin de cette trilogie sur les coulisses et les dessous d'Hollywood. Il s'agissait principalement de traduction, de sélection anglophone par rapport à un sujet qui me semble encore à ce jour critique. Je vous renvoie donc dans la description pour toutes les sources et tous les liens utiles. N'hésitez pas à réagir, à intervenir, en somme à interagir dans les commentaires, à bien entendu partager cette vidéo ainsi que ces deux grandes sœurs, en vous remerciant encore une fois pour avoir accordé votre temps et votre soutien. A bientôt pour de nouveaux clichés marginaux. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.